Alizé, qui es-tu? D'où viens-tu? Bonjour tout le monde, je m'appelle Alizée, je suis consultante SEO indépendante à mon compte depuis plus beaucoup d'années, je sais pas, 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Et je travaille depuis Strasbourg, mais quasiment exclusivement à distance, avec des clients un peu dans le monde entier. Donc ces temps-ci, je travaille avec le Canada, avec les États-Unis et avec le Luxembourg. Ok, super. Normalement, on est regardé depuis le Canada. Pas beaucoup de monde, mais normalement, il y a Bonjour, le une ou Canada. deux personnes. Voilà. Dan? Bonjour. Je suis Dan Bernier, donc consultant SEO senior pour mon agence que j'ai cofondée, donc 410 Gone. On est de Strasbourg malgré notre nom. Et voilà, SEO depuis 2006, spécialiste du marketing comportemental. Donc voilà, je suis bien plus qu'un technicien, on va dire, puisque je m'intéresse au comportement des internautes sur le web et sur les sites web. Voilà. Tu es également représentant du SEO Camp. On peut expliquer Exactement. rapidement ce qu'est le SEO Camp. En plus, SEO Camp est partenaire aussi de l'event. Voilà. Exactement, j'ai plusieurs casquettes, donc j'interviens aussi comme ambassadeur Alsace du SEO Camp. C'est donc la fédération des SEO et des spécialistes du search en France. Alors si vous tapez dans Google, vous verrez encore l'ancien logo, il y a écrit association. Mais notre cher président a décidé de modifier le terme et de parler plutôt de fédération. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc j'aime bien le terme. Voilà. Et en plus, j'ai une troisième casquette. Ah, ça, je ne la connaissais pas. Alors non, on l'a dit. Vas-y. Bah oui, parce que je suis aussi sponsor en tant qu'organisateur de Hop la Bise, qui est l'event qu'on a organisé il y a 2 semaines. Ouais. T'as oublié de me citer, C'est vrai. je suis scandalisé. Non, je peux pas te dire tout le monde au début. Voilà, je me fais engueuler par les partenaires, c'est incroyable. Merci en tout cas pour ton soutien et les gens qui ont pris des billets à Hoplabiz pouvaient prendre des billets préférentiels aussi pour l'IRFD. Voilà, merci Dan. Michael, qui es-tu? On se connaît, je crois. Il me semble, oui. Donc, je suis chef de projet stratégie et spécialisé en SEO et sémantique chez Bluebolt. Très bonne société. Voilà. Ok, alors, on a un exercice qui n'est pas simple. Si vous êtes déjà 3, ça résonne très très fort. Je voulais juste vous dire sur la scène. Vous êtes 3. Ça va pas être simple. Et en plus, on est sur un sujet qui n'est pas le plus simple. Et en plus, on doit s'adresser à plein de gens qui ont des niveaux différents. On part de Margot tout à l'heure. Vous avez compris que voilà, elle n'est pas forcément habile avec tous ces termes et tous ces sujets, jusqu'à des gens qui font aussi du référencement qui sont dans la salle. Ça va être sympa comme grand écart. Ok. Ok. On va poser une question simple. Prenez votre temps pour y répondre. C'est le SEO dans les 10 ans à venir. On fait attention à quoi dans les 10 ans à venir sur le SEO? C'est facile. C'est moi qui commence du coup. Allez, honneur à le SEO dans les 10 ans, ça va être vachement chouette en fait. Ça va vers quoi on tend. Moi en tout cas, ça me passionne. Je trouve que ça va être un peu partout. Ça va toucher à plein de canaux différents. Ça va être super fun parce qu'on va toucher à plein de nouveaux sujets. Il va y avoir de l'intelligence artificielle, il va y avoir de la recherche en réalité augmentée, il va y avoir des choses qu'on peut à peine imaginer aujourd'hui et dont on a eu un léger aperçu hier soir parce que, évidemment, quand on va parler de SEO sur scène, Google organise une conférence la veille au soir pour mettre à jour des informations. Donc voilà. Et en fait, ouais, dans le SEO dans 10 ans, ça va être juste super intéressant, super drôle. On ne peut pas encore tout prédire, mais ce vers quoi on tend risque d'être beaucoup plus inclusif, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accessible aussi à toutes les personnes, quelle que soit leur, où elles vivent, leur qualité de réseau, les devices qu'elles utilisent. J'espère qu'on sera un peu en mode Minority Report aussi dans 10 ans, ce serait chouette. Et puis en fonction des handicaps aussi, je pense que l'accessibilité va être un vrai sujet dans les 10 ans à venir, enfin si possible avant. Et voilà, ça va être cool. Okay. Vous en pensez quoi? En fait, il y a quelque chose qui a été dit juste pendant l'intervention précédente qui me paraît rejoindre ce que tu dis, c'est le sans couture en fait. On est sur un tas de sources d'informations, sur un tas d'expériences utilisateurs et d'avoir une continuité dans toutes ces expériences, que ce soit au local ou plus large. Et ça va favoriser forcément les besoins d'écoute et d'un dialogue. On parle d'IA, on parle d'intelligence tout court, d'intelligence artificielle, mais d'intelligence tout court, et que ça va faire partie intégrante du SEO, d'avoir cette continuité-là, cette continuité intelligente dans le parcours des clients, dans le parcours des internautes. C'est pas déjà le cas? Ça va l'être encore plus. C'est ce que j'allais dire.
C'est carrément déjà le cas, moi, je trouve. En fait, bon, déjà, évidemment, comme vous dites, prédire ce qui va se passer, ça me paraît quand même très, très difficile. Mais si on revient 10 ans en arrière, on peut se rendre compte qu'il y a eu énormément de changements, énormément de choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé et qui aujourd'hui sont des évidences. Donc, si on part vraiment dans 10 ans, on a une certitude, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer en fait. C'est ça la seule certitude. Mais en même temps, on a déjà un petit peu une vision, en fait. C'est-à-dire que la vision de Google, dès le départ, ça a été de répertorier toute l'information disponible dans le monde. Ils ont fait une bonne partie. Et de la rendre accessible le plus facilement possible aux êtres humains qui voulaient rechercher cette information et faire en sorte qu'elle soit compréhensible, accessible à tous. Je pense que, à ce niveau-là, la vision ne risque pas de changer dans les 10 prochaines années. C'était l'ambition de base. On va continuer dans cette lignée. Après, de là à savoir exactement quel chemin ils vont emprunter, c'est une autre question. Est-ce que, est-ce que Google sera encore là? Est-ce qu'on ne va pas voir un retour de l'ICOS dans 10 ans? Bien joué. Mais par contre, est-ce que Google sera encore là? Est-ce que finalement on ne va pas retrouver, même si Google devait y avoir un problème, si Google finalement n'est pas là, est-ce qu'on ne retrouvera pas systématiquement un modèle plus que s'imposer lui-même Google? Est-ce que Google n'a pas imposé et n'impose pas finalement un modèle qui aujourd'hui est jusqu'à maintenant indéboulonnable en tout cas, et qu'on va retrouver même avec d'autres acteurs qui vont reprendre les mêmes outils, les mêmes fonctionnalités, ou en tout cas être de bons copieurs plutôt que de bons inventeurs en tout cas? Donc c'est-à-dire qu'en fait on part sur Google qui nous donne la norme et derrière en fait on va avoir des réseaux, enfin je pense à par exemple d'autres plateformes qui sont aussi un moteur de recherche, Pinterest ou des gens comme ça, enfin des plateformes comme ça, qui vont à un moment se caler plus sur Google. En fait c'est ça, c'est Google en fait est le leader et donc est en train d'imposer sa norme. Google a volé quelques trucs à Pinterest au niveau du traitement des images, mais ça c'est un autre sujet. Okay. On ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, mais enfin volé, fortement inspiré. On va éviter de se poser problème. Mais oui, je pense qu'en effet, c'est possible que les noms d'entreprises qu'on utilise aujourd'hui risquent de changer. Évidemment, il y aura probablement un nouveau réseau social qu'on ne connaît pas encore, qui va tout exploser, qui deviendra une plateforme de recherche lifestyle. C'est un peu ce qu'on voit ces temps-ci avec TikTok. Ça peut changer, mais après, dans tous les cas, la vision, je pense, reste la même. Et dans tous les cas, on s'adaptera, parce que ça fait un moment qu'on fait ça maintenant, donc on arrivera à suivre. Mais quand on préparait, en fait, vous nous avez parlé, on parlait d'un point qui était Google doit organiser finalement son information, doit collecter son information. Enfin, dans les 10 ans, ça risque d'être un point et qui était lié peut-être aussi aux serveurs, à ces choses-là qui sont derrière. En fait, les capacités ne sont pas infinies. En plus, on parle de la fin de l'abondance, j'en parlais en rigolant, mais effectivement, il y a des questions qui vont être liées aussi, parce que les serveurs, ça chauffe. Donc, est-ce que ça, c'est des choses qui sont prises actuellement en compte par Google et qui vont amener justement des modifications pour le référencement naturel? Il y a une chose qui est sûre, c'est que Google, malgré sa toute-puissance, ils n'ont pas des ressources illimitées. Donc, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans cette recherche, dans cette évolution de leur propre infrastructure pour éviter que ça leur coûte des milliards en électricité. Alors, de dire que Google est écologique, c'est un petit peu rapide, mais ils ont vraiment cette ambition d'arrêter de crawler la Terre entière et essayer d'avoir ce qui est important, ce qui est pertinent pour l'internaute. C'est ça qui est important. Google ne fonctionne pas sans l'internaute. Si l'internaute ne fait pas sa recherche sur le moteur de recherche, Google ne sert plus à rien. Donc, quand tu parles de pertinence, c'est-à-dire que là, dans la salle, on a des entreprises qui se disent OK, mais c'est quoi être pertinent pour Google? Enfin, ça va être quoi d'être pertinent pour Google dans les 10 prochaines années, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Je ne sais pas, puisqu'il y a eu effectivement hier une conf. Voilà. Est-ce qu'il y a des infos là-dessus? Puisqu'on a 4 heures, on va pouvoir vous faire un petit cours de SEO sur la pertinence. Je te laisse répondre, Michael. 4 heures, c'est peut-être même pas assez, en fait, au final. C'est clair. Bon, vous avez essayé de me le faire en 2 minutes, hein? Mais par contre, au niveau du traitement de l'information et de ce que ça engendre comme moyen, je pense qu'au fur et à mesure, et d'une certaine manière, on fait le travail pour Google, de par nos smartphones qui, bien malgré nous écoutent finalement, vont nous comprennent de plus en plus. Donc on a une mine d'informations qui automatiquement est transmise sans forcément passer par certaines structures. Finalement, peut-être qu'à terme, on fait le travail de Google et que l'intérêt de Google, c'est de mieux en mieux nous comprendre et nous écouter.
via les algorithmes, via une certaine forme d'intelligence aussi. Je pense aussi qu'il y a une question de promouvoir finalement le contenu pertinent. Il y a une mise à jour qui est arrivée en août de cette année, fin août, qui s'appelle la Helpful Content Update, qui sera pour l'instant appliquée que sur les États-Unis et tout ce qui est anglophonie, avant de venir probablement sur tout ce qui est espagnol, puis français, puis allemand. Donc nous, on la verra arriver dans 6 mois, 1 an peut-être, on n'a pas encore de date. Mais du coup, on est sur une mise à jour qui en fait pénalise des contenus qui sont jugés comme n'étant pas pertinents pour l'utilisateur, comme n'étant pas à vocation à aider l'utilisateur dans son parcours client, dans sa recherche d'informations, ce genre de choses. Donc je pense qu'en termes de pertinence, d'une part, oui, je pense qu'on fait un peu le travail pour Google, mais Google derrière nous renvoie un peu aussi la balle en disant, alors en fait, tout ce qui est contenu récupéré à droite à gauche, réécrit avec une IA et basta, tout ça on oublie quoi. Okay. Et je pense qu'il y a une espèce d'effet ping-pong entre les SEO et Google qui est permanent en fait. Parce qu'en fait, il y a une chose qui est très très importante à comprendre, c'est que le but de Google, c'est de fournir le meilleur contenu à l'internaute lorsqu'il tape sa recherche. Donc l'obsession en fait de Google, c'est de chercher à satisfaire l'internaute. Et c'est pour ça qu'il est toujours dans cette, je reprends le terme, obsession pour identifier ce que c'est qu'un contenu de qualité. Et pour lui, un contenu de qualité et pertinent, c'est un contenu d'expert. C'est pas le petit cousin qui rédige un truc une fois sur les sciences de la Terre et puis qui met ça en ligne. Alors, ça pourrait être intéressant, surtout d'avoir le point de vue de l'enfant, c'est sûr, mais est-ce que ça va répondre à la recherche de l'internaute qui a besoin de réponses concrètes? Donc, et on n'oublie pas que Google, aussi puissant soit-il et aussi intelligent soit-il, ça reste une machine et pas un être humain. Donc pour l'instant, il n'a pas la capacité de compréhension d'un être humain, aussi fort soit-il. Par contre, c'est une machine qui est codée par des êtres humains. Par contre, il y a un point, on parle de SEO, mais on parle que de Google. Ça veut dire que SEO égale Google? Aujourd'hui, SEO égale Google, puisque aujourd'hui en France, Google, c'est 98% des recherches sur le search, sur la recherche web. Et même au niveau mondial, ça doit être 90%. Alors, ce n'est pas tout à fait 100%, parce qu'en Russie, il y a Yandex, et en Chine, il y a Baidu, donc forcément, c'est un peu différent. Mais aujourd'hui, le moteur qui est le plus avancé technologiquement, qui a les possibilités en termes d'innovation, c'est Google. Microsoft n'est pas trop mal non plus, mais Microsoft n'a pas l'ambition de devenir numéro 1. Donc eux, ils font plus de la recherche et développement pour développer leur moteur. Aujourd'hui, Google, leur principale fonction, c'est de faire de la recherche. Je vais vous poser une question très bête. Pinterest, justement, est-ce qu'on considère qu'on fait du SEO quand on est en train de faire des épingles sur Pinterest et qu'à un moment, ça doit ressortir dans les résultats? Parce que finalement, vous avez des gens qui passent finalement que par Pinterest, et qui passent peut-être pas par Google, ils passent par Pinterest, ils recherchent leur information. Des jeunes vont passer par d'autres réseaux sociaux et vont rechercher des informations. Et est-ce que c'est du SEO à ce moment-là? Complètement. SEO, c'est Search Engine Optimization. Il y a des Search Engines dans ces outils-là. Donc oui, tout ce qui est optimisation pour YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche, finalement. Donc YouTube, ça marche aussi. Tout ce qui est SEO sur Etsy, c'est une manne d'informations absolument fantastique pour les créateurs de tout ce qui est artisanat. Il y a des sites spécialisés en SEO et des spécialistes SEO Etsy aussi qui existent. Ça fait beaucoup de S, je m'entends beaucoup dans le retour. Pinterest également, TikTok, il y a des études qui sont en train d'être menées par des confrères à nous qui sont en train d'évaluer comment la recherche sur TikTok fonctionne, de quoi les gens ont envie. D'après les premiers retours, ce serait potentiellement des choses autour de comprendre un peu l'ambiance, la vibe d'un lieu, autour un peu du tourisme, du lifestyle, ce genre de choses. C'est des premiers points de recherche dans le parcours client. On n'est pas non plus sur la conversion n'a pas lieu sur TikTok aujourd'hui, a priori, mais ce sera à vérifier. Donc oui, complètement, le SEO, ça touche beaucoup de choses. Okay. J'ai presque envie de dire vis-à-vis de ça, en forçant un peu le trait, c'est qu'à partir du moment où on va créer un contenu qui est indexable, qui peut être une réponse à une requête, même à une idée simplement, même avant que ce soit une vraie question, mais une idée, c'est déjà quelque part du SEO, finalement, puisqu'il va falloir l'indexer, le positionner, le rendre visible avant les autres. On peut parler d'un point, parce que quand on a préparé, vous m'avez parlé de Google Mum, qui a priori était vu comme quelque chose d'avenir, mais qui fait un peu flipper. Donc vous pouvez juste expliquer ce que c'est, Dan?
Donc Google Maps, multi-unify model. Je te fais- Ouais, je me souviens de la conf. Alors, Google Maps, c'est pas un algorithme, c'est une nouvelle manière que Google a d'utiliser le web, en fait. Donc, ils en ont parlé pour la première fois il y a 2 ans, parce que c'était un petit peu la première fois qu'ils avaient quelque chose de concret à montrer. Et ça s'active pas aussi facilement que les mises à jour qu'ils font habituellement. Donc, en fait, Google Maps, c'est quoi? C'est une super machine qui est capable d'identifier une requête indépendamment de sa langue, en fait. Concrètement, si demain vous faites une recherche, donc l'exemple c'est, voilà, vous voulez aller faire de la randonnée en Himalaya, bah, si la meilleure réponse et la réponse la plus pertinente d'un point de vue pour Google, elle se trouve au Japon, et ben du coup, qui a été rédigée par un japonais, voilà, dans un blog japonais, bah, la réponse qui va vous apparaître, c'est la sienne. Donc ça casse complètement les frontières de la langue déjà. Alors je ne vais pas vous expliquer parce que techniquement c'est un peu compliqué, il y a des principes d'entité et tout ça. Mais en gros l'idée c'est que il n'a plus de problématique de langue, il n'a plus de problématique de localisation. En fait, c'est quelle est la meilleure réponse à la requête de l'internaute et je fournis la meilleure réponse, qu'importe elle se trouve dans le monde. Alors dit comme ça fait un peu flipper, mais en fait c'est c'est une bonne nouvelle en fait, parce que ça veut dire que les vrais bons contenus qui sont partout dans le monde, on va pouvoir y avoir accès, voilà, depuis notre canapé, quoi. Donc ça veut dire qu'on a déjà du mal à se positionner en local et là on va galérer parce qu'on est contre les Japonais, les Chinois et les Américains, c'est ça? Ben non, parce que si ma recherche c'est réparateur de vélo Strasbourg, il va pas m'afficher un contenu qui vient du Japon, c'est logique, puisque je cherche une requête qui a un rapport avec Strasbourg. Donc d'un point de vue local, pas du tout, c'est encore mieux. Ça veut dire que justement les Canadiens qui se positionnent plutôt pas mal sur les requêtes françaises, bah, ils vont dégager parce que d'un point de vue localisé, ils sont pas concernés par la recherche. Et après, Google Maps, il va rentrer dans une autre problématique, c'est enfin, un autre intérêt, moi c'est comme ça que je le vois, c'est les mauvaises personnes, les mauvais SEO, les mauvaises entreprises qui vont récupérer du bon contenu dans les autres pays et qui les traduisent pour les mettre en France. Ça s'appelle pour moi de la copie, voire du vol. Et ben, ils ne pourront plus faire ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va un peu nettoyer un petit peu le web et ça va encore plus dans le sens qu'on disait avant, c'est que Google, il veut nettoyer son index pour avoir que des bons contenus. Qu'est-ce que vous en pensez? On faisait une analogie avec la science-fiction Minority Report, c'est ça, hein, tout à l'heure. En fait, il y a, en termes d'universalité de l'information et de précision du résultat en fonction, on y est presque, et même on y est, c'est presque de la science-fiction, puisqu'au final, on doit être, les résultats et les propositions sont cohérents par rapport à ce que l'internaute va vouloir, à ce dont l'internaute a besoin, que ce soit au local et même à l'hyper-local, quelque chose de très très proche, ou que ce soit quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc c'est vraiment une notion d'écoute, d'écoute même proactive et de résultat qui est donnée de manière proactive en fait. D'où vraiment cette unification, cette universalité de l'information. J'ai une question, on ne l'avait pas préparée, mais désolé, je vous pose la question. On parle du local. Ça concerne la choucroute? Non, je l'ai déjà placé, choucroute, c'est bon. Oui, je me demandais si on fait une requête du style tapisserie de Bayeux, est-ce que par exemple on peut tomber sur des gens qui parlent de tapisserie ou d'informations relatives au Bayeux? Ok, tu peux aller. Vas-y, ok, je prends, c'est bravo. Ne l'encouragez pas surtout. Je ne sais plus ma question. Si, on parle. Là, on est loin, on est sur Google Maps, mais actuellement, on sait qu'il y a les fiches établissements, pardon, j'étais sur GMB, les Google My Business, les fiches établissements, je ne sais plus comment ils les appellent. Voilà. Comment ça va évoluer? Parce qu'on continue finalement à le travailler, dans ce que je comprends, mais comment ça va évoluer? Est-ce qu'il y a des choses que dans les prochains mois ou dans les prochaines années, on va voir arriver sur cette partie-là? Parce que finalement, est-ce que ce n'est pas un point d'entrée aussi, en plus du site internet, pour les marques? Quand je vois les évolutions qui ont été annoncées hier, notamment au niveau de Google Maps, il va y avoir pas mal de choses au niveau de m'a montré un peu la vibe des endroits, des lieux, des points locaux comme ça. La vibe pour les plus anciens. L'ambiance, le ressenti qu'on a quand on est sur place, ce genre de choses. De ce que j'ai compris, on va être vraiment sur des choses... j'ai l'impression qu'ils amènent quasiment du sensoriel en fait dans Google Business Profile. Il parlait notamment des menus des menus des restaurants
qui aujourd'hui, on a des photos des menus que les clients prennent et on zoome un peu, on regarde et on ne sait pas si c'est exactement le menu d'aujourd'hui, d'hier, de la semaine dernière, etc., ou de la dernière saison. Là, ces choses-là vont être mises à jour aujourd'hui. Les plats vont être identifiés, vont être rattachés à des éléments du menu. Quand on parlait de début d'entité, ce genre de choses, c'est tout ce modèle d'unification de l'information, où, par exemple, en effet, pour aller trouver où est-ce que... Alors, l'exemple qu'il donnait hier, c'était des plats végétariens, des tacos végétariens. En tapant tacos végétariens dans Google, on va pouvoir voir exactement ce qu'on va manger, que c'est bel et bien végétarien, trouver l'endroit, et en fonction des éléments qui vont pouvoir montrer avec des choses un peu plus immersives, des vidéos un peu immersives, des choses comme ça, on va pouvoir se rendre compte tout de suite est-ce que c'est un restaurant dans lequel on a envie d'aller ou pas. Okay. Finalement, on est dans de l'expérientiel, dans du sensoriel, déjà sur la page de résultats, et je trouve ça génial. Ok, eh ben, parfait. Mickaël, sur l'avenir Par rapport à ce qui vient d'être dit, je suis vraiment raccord avec ça, parce qu'effectivement, la notion de sensoriel, c'est ça. On élimine des étapes. En fait, on est directement en contact avec ce dont on a envie. Ça me fait penser au parcours client qu'on va retrouver dans des grandes surfaces, ce genre de choses, où finalement tout est fait pour qu'on trouve rapidement ce dont on a besoin, sur un parcours, avec des points de contact sur ce parcours, avec des suggestions qui, bien souvent, on va voir des choses, on en a envie, tiens, on n'avait pas envie, mais on y a pensé à un moment où on va y penser, et enfin, c'est vraiment la notion de sensoriel, en fait. Mais j'ai l'impression qu'on revient finalement aux bases du marketing, du parcours client, c'est ce que j'entends. On est en train de remettre Oui, mais on est en train de remettre le client au centre, ou est-ce que, enfin, tu vas me dire que c'était déjà le cas? Je le sens que tu vas me dire ça. Exactement. Mais le en fait, SEO n'est qu'un maillon du marketing. Je sais qu'il y a plein de SEO qui veulent, qui se pensent ou qui s'espèrent différents, mais en fait, on fait partie du marketing. C'est pas plus technique, plus marketing, plus quoi que ce soit. C'est le SEO, c'est un maillon. Et si vous voulez performer dans vos stratégies digitales, vous allez devoir faire du SEO, des réseaux sociaux, vous intéresser à Google My Business, qui est quand même, je trouve, un petit peu différent, on va dire, des structures de SEO standard, on va dire. Et voilà, et tout ça, ça fait partie du jeu, quoi. Donc maintenant, il faut être bon partout. Je suis désolé, mais il faut être bon partout. On ne peut pas être juste bon dans le contenu, par exemple, ou ce genre de choses. Et ben justement, en fait, il nous reste 2 minutes avant les questions, et donc ça va être. Là, je vais vous demander un élément de synthèse. C'est dans les 10 années qui viennent, à quoi on doit penser, quelles sont les dispositions que les marques doivent prendre pour justement répondre à ce qu'on s'est dit sur Google, sur les différentes plateformes. Qu'est-ce qu'il lui faudrait faire si vous avez un point finalement à mettre en avant pour les gens qui sont dans la salle et online. Moi, je dirais que c'est la fin de la récré. Il faut du bon contenu et il faut vraiment fournir de la valeur à vos cibles, à vos internautes. Et avant, c'était déjà le cas, mais maintenant, c'est encore plus le cas. Okay. Je pense que pour les 10 ans à venir, ça va être l'accessibilité, vraiment. C'est là où il faut que l'information soit accessible à tous, quel que ce soit quelqu'un qui vit dans la Corrèze, bonjour la Corrèze, un endroit où il n'y a pas de réseau, que ce soit quelqu'un qui soit sur un téléphone, un smartphone qui a 20 ans, parce qu'ils auront 20 ans dans 10 ans, quelque chose comme ça, il faut que ce soit accessible à tout le monde, universellement. Développer la capacité d'écoute et repérer la sémantique utilisée par les gens. Je pense que ça va dans le sens aussi, effectivement, de proposer des contenus qui sont eux-mêmes des éléments différenciants, qui sont des points importants, pour pouvoir non pas chercher, comme il fut un temps, à se positionner sur une expression, mais sur tout un champ sémantique, sur tout un bagage d'expression et d'intention de recherche de la part des internautes. Ok, donc en résumé, le contenu était roi, et c'est ce qu'on a dit en 2020 quand on a fait l'IRFD. On est toujours là-dessus, le contenu est roi, c'est rassurant. Maintenant, il va falloir suivre aussi certaines évolutions. On va passer aux questions. Je voulais juste demander si on peut amener les WAM, ils sont parce qu'ils vont intervenir après. Je voulais juste leur demander, je ne sais pas si David est là ou pas. Il est là. Je ne te vois pas, David. Là, oui, pardon. mais non, alors je ne te vois pas. Est-ce qu'on peut amener un micro à David? Juste avoir ton avis également, parce que WAM référencement, comme le nom... Enfin, alors on ne dit plus WAM référencement, je crois. L'agence WAM. Bonjour à tous. Hello Christophe. Voilà. Salut. Est-ce que, David, tu peux nous donner un petit... Oui, merci. Déjà, je suis assez d'accord avec l'idée que
c'est difficile d'anticiper en réalité les 10 prochaines années. Je vais vous donner un exemple assez intéressant. Il y a peu de temps encore, on nous disait en 2020, 50% des recherches seront à la voix. Google s'est totalement planté puisque c'est pas du tout ça. Dans certains pays, il le disait encore récemment, en Inde, en effet, il y a 30% de l'interrogation de Google qui est faite à la voix parce que ce sont les usages là-bas, parce qu'on n'a pas tous un clavier, un desktop à la maison. Et en effet, ils ont plutôt utilisé la voix en premier lieu. Par contre, il y a quand même un switch qui a été opéré depuis 2 ans maintenant et qui a encore été appuyé hier soir avec le Search On. On en a déjà entendu parler l'année dernière. Et je suis un peu étonné que vous ne l'ayez pas dit plus fort, mais j'ai beaucoup aimé la remarque d'Alizé. Le search devient beaucoup plus sensoriel. Je suis complètement d'accord avec votre formule, parce qu'en réalité, c'est le visuel, c'est l'avènement du visuel. TikTok n'a fait que confirmer que les jeunes passaient avant tout par le visuel pour faire des recherches, et la voix, le texte, le clavier, les mots sont finalement limitants. C'est le langage qui est limitant, et on le devine, puisque selon que l'on soit jeune, selon qu'on habite dans une région ou dans une autre, selon notre éducation, on s'exprime d'une manière ou d'une autre. C'est difficile, et donc pour l'algorithme, c'est encore plus difficile de fournir la bonne réponse. Le visuel, on ne s'y trompe pas, et c'est le moyen le plus adapté de dire à Google: j'aime beaucoup cette chaise ou cette table, mais je ne sais pas quel est le design, je ne sais pas comment le décrire, donc je vais le prendre en photo et Google va faire la correspondance. Et le vrai switch qui est opéré en ce moment, c'est celui-là, c'est le switch du visuel. Okay. Voilà, donc c'est le nouveau clavier, l'appareil photo en réalité. Donc travailler les images. Justement, ouais, je pense que Google, ils sont tout simplement allés dans la vraie vie et ils se sont rendus compte que les images, c'était beaucoup plus percutant et que ça parlait au travers des langues, c'est-à-dire qu'il y a plein de photos qu'on connaît, qui viennent d'autres pays. On n'a pas besoin d'avoir une légende en dessous pour comprendre de quoi ça parle. Donc en fait, Google, ils viennent juste de se rendre compte, ils viennent pas juste de se rendre compte, mais c'est vrai qu'ils vont dans cette voie-là parce qu'ils perçoivent bien que c'est le seul moyen de connecter les différentes cultures et les différentes sociétés, quoi. Est-ce que... Je me permets juste... Pour moi, je nuancerais juste un tout petit peu. Je dirais pas que c'est un switch. Je dirais plus que c'est un ajout. C'est-à-dire que dans les exemples qu'il donnait hier, mais entre autres, de la même façon que quand un être humain pense à quelque chose, il va le penser à l'oral, il va le penser parfois à l'écrit ou il va le penser parfois en image. Ben là, en fait, on va pouvoir avoir les 3 strates directement dans Search. Donc pour moi, c'est plus une adaptation au fonctionnement du cerveau humain qu'un switch drastique entre c'est soit du texte, soit des images. Pour moi, c'est vraiment une complexification de la façon de rechercher. Ok. Vous avez compris que ce sujet, on peut faire... d'ailleurs, on pourrait faire des confs complètes dessus, ça existe, au SEO Camp, par exemple. Est-ce qu'on peut prendre une question peut-être dans la salle ou sur Livestorm, un des deux? Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Alors, je ne vois pas. Et bien sûr, on sera disponible toute la journée pour répondre à vos questions, pendant vos interrogations. Merci, parce qu'en fait, tout à l'heure, je voulais le dire aussi, c'est que vous avez la chance d'avoir les intervenants qui sont présents toute la journée, donc n'hésitez pas à les interpeller et à échanger avec eux. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui, je vois une question. Là-haut. Bonjour. Il y a Google Business Profile qui a été évoqué. Moi, je voulais voir avec vous par rapport aux notations de Google. Est-ce que ça rentre dans le SEO dans le futur? Je sais que c'est une grosse problématique pour les clients et pour les agences, les annonceurs, d'avoir ce système de notation d'images liées à l'image, etc., etc. Est-ce que ça, à l'avenir, est-ce que Google, principalement, va avoir une influence là-dessus, ou est-ce qu'on peut y travailler? C'est sur les notations Google, c'est ça, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y aura quelque chose sur les notations Google? Okay. Concrètement, les avis, ça joue dans votre autorité, en fait. Je veux dire, si vous avez des bons avis... Après, le problème, c'est que c'est très manipulable aujourd'hui. Donc pour l'instant, Google ne s'est pas encore vraiment intéressé à la question. Il y a peut-être un expert dans la salle qui pourra préciser. Mais à mon avis... c'est pas le plus important. C'est sûr qu'avoir des notes, c'est bien, mais en avoir beaucoup, je pense que c'est plus important qu'en avoir des bonnes. Je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, le problème, c'est comme on n'a pas trop la main dessus, on est sujet finalement
à la manipulation, puisque les notes sont complètement manipulables. Il suffit qu'on demande à toutes les personnes dans la salle qu'ils aillent mettre 5 sur 5 à IRIFD, et puis demain, la page, elle va forcément booster. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que c'est manipulable. Google sait que c'est manipulable, donc c'est moins influent, c'est moins important, on va dire, que Michael, court. Alors, plus que la note en elle-même, je pense que c'est l'avis prescripteur qui va jouer. En fait, ça va être ce qui est dit au travers d'un avis et d'une expérience. Et ça, je pense que ça a une vraie importance en termes de SEO, en tout cas une vraie prise en compte de la part de Google et des moteurs de recherche. Je me permets de rajouter un point aussi sur les avis. On connaît un petit peu le sujet. Tu t'y connais, toi, je crois. Un petit peu. Demandez à vos clients de mettre des avis. Au moins, vous allez maîtriser un peu plus votre visibilité et votre réputation. Ça sera déjà le premier point. Parce que quand vous écoutez les restaurateurs, ils sont tous... ils disent « Ah ouais, j'ai des mauvaises notes ». Vous avez demandé à vos clients de mettre des avis. Voilà. Que ça commence par là. Après, il y a des outils qui permettent de le faire. Un de nos partenaires, comme ça je le donne, Custplace, qui permet de le faire. Voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, je crois qu'ils sont dans la salle. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Il est en haut là-bas, Nicolas. Ok, on a fini quasiment. Question sur Livestorm très courte, c'est possible? Alors, elle n'est pas courte du tout et elle fait un peu peur. Tu l'as vu Ah quand mince, même ok. J'ai Jean-Baptiste qui demande, qui dit aujourd'hui on fait confiance à Google pour notre trajet. Demain, grâce à l'IA, nous pourrons sûrement lui faire confiance pour le choix de nos études, voire pour choisir un conjoint. La question qu'il pose, c'est va-t-on vers un abandon total de notre libre arbitre? Vous avez 2 heures. Ouais. C'est surtout si le conjoint a des bons avis. Attends, si je peux me permettre, ça, oui. Sur la question de l'orientation avec Parcoursup, on ne peut plus. Peut-être que Google serait un tout petit peu plus transparent que Parcoursup. Donc. Je pense que Google, il répond à la demande de l'internaute. Donc, si demain l'internaute il veut qu'on prenne des décisions à sa place, bah oui, c'est ce qui va se passer. Mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. L'IA, ça ne remplace pas l'être humain actuellement, ce n'est pas le cas. Je sais qu'il y en a qui ont envie de croire que c'est le cas, mais ce n'est pas le cas. Si vous posez une question complètement alambiquée à Google, genre, je ne sais pas, quelque chose qui n'existe pas, il va vous fournir ce que lui il pense être vrai et ça ne sera pas la vérité. Donc, voilà, faut pas non plus trop entrer, commencer à dire que c'est terminé, l'IA va tout remplacer. On est loin de ça aujourd'hui. Donc, non, vous êtes encore libre de choisir votre femme ou votre conjoint et de mal choisir surtout. Ça reste totalement votre liberté. Mais je pense qu'on va faire une notation des conjoints, ça pourrait être drôle, c'est un truc à lancer. Margot, est-ce que tout était clair pour toi? Parce que là, on est sur du technique. Je crois que j'ai un peu compris, mais je ne suis pas sûre. Alors, je vais continuer de digérer les informations que je viens de recevoir. Merci Margot. Beaucoup. Laissez-moi un petit moment, je reviendrai vers vous plus tard. Merci. Juste une question, Margot, tu mets combien d'étoiles à cette table ronde, s'il te plaît? Moi, je suis pour que les gens bénéficient d'une bonne réputation et puis tout ça, quoi. Donc, 5. Il faut vraiment m'avoir énervé pour que j'en mette une. Merci. Généralement, c'est plutôt associé d'un commentaire assassin. Mais là, ça va, je suis contente, merci. Merci. Désolé, c'était court, mais voilà, merci. On peut les applaudir. Michael, Alizé, Dan.